Alors, comme le programme 2 passe après le programme 1 et surtout après l'axe 1, on va vous montrer qu'à l'axe 2, on est beaucoup plus concis. Pomme vient de faire un bel effort parce que nous, on a tous fait. Je vois le diapo, on avait prévu pour la partie résultat une seule diapo. Hein, et à renvoyer les gens à une lecture approfondie parce qu'on ne peut pas comprendre le résultat sans en faire une lecture approfondie de la méthode. Donc le programme 2, on a fait un petit rappel, nous, des participants. C'est autorisé de rajouter par rapport à ce qu'on avait comme cadre de diapo. On s'est autorisé à rajouter les participants parce qu'il y a un petit peu soit des nouveaux doctorants, soit surtout des nouveaux associés. Donc on a accueilli Sébastien Roussel dans les associés et on a accueilli Marie-Christine Géline-Argeau. Et je me suis permise de mettre les docteurs, puisque ce programme a fait soutenir beaucoup de thèses depuis qu'il existe. Et nous avons maintenant une liste de docteurs à rattacher à ce programme qui s'allonge. Voilà. Je rappelle que ce programme s'intéresse au fonctionnement et au développement émotionnel et socio-cognitif. Et je trouve aussi, en l'affichant cette diapositive, que nous sommes nombreux par rapport à d'autres programmes qui sont à 4. Voilà, donc c'est un programme où il y a du monde. Au niveau de notre animation et surtout au niveau des séminaires, nous avons accueilli Ina Bovina qui nous a fait un super séminaire sur la radicalisation. C'était vraiment très intéressant et d'actualité. Et nous avons accueilli Bernard Rimet il y a peu sur les émotions collectives. C'était aussi un séminaire très intéressant. À l'époque, on a entendu pour le département de psychologie. Alors moi, je ne sais pas si ce sont des séminaires d'axe, des séminaires de programme. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Au niveau des thèses, donc, on a fait soutenir pas mal dans ce programme. Donc on a Sandra Borne qui a soutenu avec Pascal Molinaire, Lisa Sanchez avec Nathalie Blanc, Adil avec Yakloufi avec moi et José, dont tout le monde se souviendra, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, José avec Nathalie Blanc et un membre extérieur au programme qui est Stéphanie, je ne sais jamais dire son nom, Maille-Viard-Metz. Et il y a également une soutenance d'HDR dont le tuteur était Pascal Molinaire d'Anthony Pierre Mathéo. Voilà, tous ces détails sont bien sûr sur le drive. Au niveau des publics, donc on a vraiment pris que les publics 22. Nous avons donc 11 ACL de publiés. 8 ans qui 1, etc. Donc vous voyez un petit peu les revues. Donc c'est clair que de faire rentrer Marie-Christine, on voit que le panel de revues s'est un peu diversifié. C'est beaucoup de revues en psychologie cognitive ou psychologie sociale. Par contre, ce qu'on remarque, c'est une petite remarque qu'on n'avait pas vraiment envie de faire, mais quand même, comme on est un gros programme, eh bien, ça fait qu'on a quand même des non-publiants dans le programme. Voilà, donc peut-être que c'est parce qu'ils publient plus ailleurs. Voilà, c'est juste, on voulait faire remarquer ça. Et un ouvrage et 7 chapitres d'ouvrage, donc vous pouvez trouver tout ça là aussi sur le drive. Le détail pour aller lire ces très très bons articles. Alors, au niveau du rayonnement, donc on collabore pas mal comme tout le monde, et j'ai choisi de mettre en avant une collaboration avec Jean-Marc Lavore qui n'est pas rattaché, je crois, à aucun programme d'Epsilon, puisqu'il sait qu'il s'en va à la retraite. Mais Jean-Marc Lavore a impulsé une journée d'études sur l'écoute musicale qui engendre des collaborations à la fois au sein de l'université, mais également donc avec Fast and Fresh. Mais ça, vous savez que je collabore avec un ancien étudiant depuis longtemps, mais on avait aussi 10 heures. On avait une conférence de François Moreau, qui est professeur d'économie, sur l'économie des plateformes. Enfin, on a étendu un petit peu nos collaborations. Donc, on avait le département, l'UFR2, l'Occitan. Enfin, bon, voilà, tout ça aussi, c'est disponible. Donc, j'ai mis des captures d'écran
tout simplement de ce qui s'est fait ce jour-là et de ce qui est disponible, puisque tout a été enregistré, toutes les interventions ont été enregistrées et donc elles sont disponibles cette fois-ci à l'UFR5, si jamais on peut aussi les donner à Epsilon. Voilà, donc vous voyez aussi Jean-Marc à l'action, en train de jouer de la musique, et si j'ai 5 secondes, je vous mettrai juste un petit bout là avant de vous quitter pour aujourd'hui, pour la présentation du programme. Alors au niveau des contrats, donc on en a aussi, on a pas mis les sommes, des contrats ANR, des contrats région. Bon, ce qu'on met nous sous contrat région, c'est ce que tout le monde met sous contrat région, c'est-à-dire il y a aussi les allocations de recherche. Donc là, c'est pareil, on n'avait pas prévu de trop détailler. On a un nouveau contrat dont je suis fière, parce qu'il faut se dire que ce programme Émotion, il est aussi centré sur les questions environnementales. On est de plus en plus de membres du programme à travailler au niveau environnemental, et on est rentré dans un nouveau partenariat CNRS France, CNRS Liban sur les questions environnementales. On collabore avec des laboratoires d'écologie, le laboratoire SEM. Donc voilà. Et au niveau du résultat, donc là on peut faire du résultat marquant. On a hésité parce qu'on voulait mettre en avant nos doctorants, mais donc on a pensé à Sarah, à Adil, pour les miens. Enfin, voilà, on n'a pas eu le temps de consulter l'ensemble des membres du programme, mais tout compte fait, on a choisi de parler de quelque chose de triste et pas d'humour, avec Emmanuel Brigaud, Nathalie Blanc et avec Alors, cet article, donc en collaboration avec notre petit doctorant, notre petit zouzou, qui n'est pas là évidemment, Robinou, Robin Caron, on va lui tirer les oreilles. Donc ça s'inscrit dans son programme de thèse qui travaille sur le jugement moral. Alors on tenait tous les trois quand même à remercier la famille Pangolin, la famille Chauve-souris et les petits Chinois, quand même, qui nous ont plongé dans une pandémie de la Covid-19 qui a été finalement un bien pour nous, puisque ça nous a permis de tester le réalisme des scénarios. Alors les dilemmes moraux qui sont classiquement étudiés en littérature pour appréhender le jugement moral, en fait ce sont des dilemmes complètement ubuesques. Donc vous imaginez un trolley qui arrive et qui va écraser 5 ouvriers sur la voie, et vous avez le super choix de dévier ce trolley sur une voie où se trouve simplement un ouvrier. Donc sacrifier une personne pour en sauver 5, un vrai dilemme, mais qui reste évidemment complètement irréaliste. Et de ce fait, la critique de Bauman qui a été faite en 2014 donc, remet en cause cet outil de prédilection des dilemmes moraux, et donc les mesures qu'on peut en faire, justement en pointant du doigt le manque de réalisme des scénarios. Donc on a trouvé avec la pandémie des scénarios très concrets. Est-ce qu'on débranche Mamie pour sauver 5 personnes? Voilà, face au manque de respirateurs et de lits, on a pu donc concrétiser ce réalisme dans une situation réelle. Donc on a concrètement, je vais vite opposer 2 types de scénarios qui étaient complètement comparables, ce qui n'avait été jamais fait dans la littérature spécialisée, des comparables en termes d'effectifs, donc 1 contre 5 à sacrifier, même longueur de texte, etc. Sauf que l'un était inscrit dans le contexte de Covid-19 et l'autre non. Voilà. Et les résultats montrent en fait que peu importe le réalisme du scénario, les réalismes donc sacrificiels un peu folkloriques de la littérature montrent exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que si on interroge les sujets en termes de jugement, est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas bien de sacrifier une personne pour en sauver 5 ? Les réponses sont les mêmes sur les 2 types de scénarios, mais aussi quand on les interroge sur les intentions comportementales, évidemment on ne va pas jusqu'à les confronter au meurtre, des fois on a envie, eh bien les intentions sont les mêmes, voilà, exactement. Donc ça c'est un enchaînement expérimental de 2 études, la deuxième réplique donc atteste la pertinence de ces outils pour mesurer le jugement moral et nous amène vers d'autres facteurs qui seraient plus décisifs du jugement que le simple contexte réaliste. Voilà.